Et si je changeais de métier, si je quittais le bureau, l'usine pour tout reprendre à zéro, si je me lançais dans un nouveau projet, si je me formais à toute autre chose? De plus en plus de personnes se posent ces questions. Peut-être vous les êtes-vous posées au moins une fois au cours de votre carrière. C'est aujourd'hui le thème de l'émission. On en parle avec nos invités. Certains l'ont fait, d'autres vous expliqueront comment le faire. Selon une enquête réalisée par France Compétences et BVA, plus d'un tiers des actifs ont réalisé au moins une reconversion durant leur vie professionnelle. 25% des actifs déclarent s'être réorientés au cours des 5 dernières années. Les femmes franchissent plus souvent le pas. Les 35-50 ans sont les plus nombreux à se lancer. Il existe plusieurs parcours pour réussir sa reconversion. Vous allez nous en parler. Éric Mounet, bonjour. Vous êtes conseiller en évolution professionnelle. Bonjour. Des parcours qui, pour se mettre en place, nécessitent parfois l'aide d'un ou d'une psychologue. C'est justement votre spécialité. Hélène Sido, bonjour. Bonjour. Parcours réussi pour vous, Bruno Courriveau. Vous étiez co-gérant d'une enseigne d'ameublement. Vous nous direz tout à l'heure quel est aujourd'hui votre métier. Bonjour. Un parcours qui est en train d'aboutir pour vous, Émilie Dufourneau. Vous étiez banquière, chargée de clientèle dans une banque pendant 15 ans. Et aujourd'hui, quel est votre métier ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai repassé donc un CAP. J'ai passé un CAP pâtisserie l'année dernière, en 2021. Voilà, donc que j'ai eu et je suis en passe de m'installer. Et alors, comment ça s'est passé ? Vous avez démissionné de votre emploi ? Oui, j'ai démissionné en avril 2019. Donc ensuite, il m'a fallu un petit temps de pause pour savoir ce que j'allais faire aussi. Et puis voilà, pour prendre un peu le temps de vivre. Et puis et ensuite j'ai décidé donc de m'inscrire pour cette formation qui s'est déroulée de septembre à mai. Voilà, année scolaire. Éric Mounet, la démission, c'est la seule solution quand on veut changer de métier ? C'en est une, c'est pas la seule. Il y a un dispositif qui existe depuis un certain nombre d'années qui s'appelait le congé individuel de formation et qui maintenant s'appelle le projet de transition professionnelle, qui a donc vocation à pouvoir aider les salariés qui ont des velléités à faire autre chose que leur métier, à se former en suspendant leur contrat de travail et pour se former à leur future activité. Oui. Alors, il y a 3 démarches. Il y a le parcours des missionnaires, il y a Transition Pro et la troisième, c'est passé par Pôle emploi. Alors, le dispositif des missionnaires, c'est un dispositif qui existe, qui a été mis en place suite à la loi de 2018, choisir librement son avenir professionnel, qui permet à un salarié qui a un projet de formation, de création ou de reprise d'entreprise, de pouvoir bénéficier, suite à l'étude et à la validation de son projet par une commission, de pouvoir bénéficier du chômage et de passer par la case Pôle emploi, de pouvoir, le cas échéant, mobiliser son compte personnel de formation. Il y a la case Pôle emploi, je viens de l'évoquer, dans le cadre du dispositif démissionnaire, mais sur des démissions qui sont des démissions dites légitimes ou en tout cas autonomes, qui permettent de manière un peu plus radicale, encore une fois, d'envisager son projet. Et puisque ce dont je vous parlais, le projet de transition professionnelle, qui est peut-être la solution la plus confortable, puisqu'elle n'oblige pas, elle n'est pas définitive, elle n'oblige pas effectivement à quitter son job à la fin si on se rend compte que son projet n'est pas suffisamment abouti. Oui. Hélène Sido, comment et pourquoi arrive ce moment où on a envie de changer de vie ? En fait, il y a 2 mouvements. Il y a 2 moments et 2 mouvements par rapport au changement de vie. Le premier, c'est toutes les ruptures de vie, donc tout ce qui va nous amener à vouloir changer, c'est-à-dire les burn-out, les dépressions, quelque chose qui ne se fait plus. Donc là, on est plutôt dans un mouvement de fuite, d'évitement. Et il y a un autre mouvement qui peut être fait, qui est celui qui a été instauré à la suite du Covid, c'est se positionner en tant que sujet. Qu'est-ce que j'ai envie de créer ? Comment je veux me réaliser ? Qui découle souvent de crises existentielles. Et donc, les accompagnements dans un cabinet de psychologue, ils alternent les 2 niveaux. À la fois une réflexion et une analyse sur les ruptures, et à la fois arriver à faire basculer la personne sur un projet de création. Pour vous, Bruno Courriveau, ce moment charnière, ça a été la fermeture tout simplement de l'enseigne dans laquelle vous travaillez depuis 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là ? Déjà, c'était un vide. Il a fallu quand même que je me mette quelques mois un petit peu hors dedans et essayer de trouver. Mais voilà, j'ai arrêté mon activité, c'était au mois de mai, je crois. Et je me suis donné à peu près 3-4 mois pour réfléchir,
pour me remettre un petit peu la tête à l'endroit, parce que ça a été un véritable choc. C'était il y a 8 ans. Hein, Oui, c'est ça. Ouais. Surtout que c'était en plus une affaire familiale, d'autant plus. Et je me suis accordé un laps de temps pour réfléchir. Et à partir d'un moment, je me suis dit, Bruno, écoutez, il faut y aller. Il faut y aller. Et là, j'ai essayé de voir quels étaient où je voulais m'orienter éventuellement. Il était certain que je ne voulais pas revenir dans le milieu de l'ameublement et de la décoration. Mais vous vouliez valoriser quand même ces 25 années d'expérience dans le commerce. Oui. Je voulais rester dans le commerce parce que c'était une activité que je connaissais et je voulais rester dans ce milieu-là. Et voilà, à force de chercher, je suis tombé un jour sur un magazine qui parlait du renouveau d'une certaine profession. Vous pouvez le dire maintenant. Alors, le suspense est arrivé à son comble, on peut y aller. Voilà, qui est un fromager. Alors, il parlait du renouveau des fromagers en France. Il citait en exemple une ville comme Bordeaux, où le nombre de fromagers s'était multiplié par 2 ou par 3 en peu de temps. Et j'ai regardé un petit peu à Brive ce qu'il en était. Bon, je savais qu'il y avait une seule fromagerie. Je me suis dit à un moment, une seule fromagerie, je pense qu'on peut être 2 sur cette activité. Et à partir de là, j'ai lancé la machine. Vous avez lancé la machine, une petite formation auprès de la Fédération des fromagers de 42 heures. Voilà, j'ai tout de suite, en fait, j'ai téléphoné à la fédération. Je me suis rapproché de la fédération pour savoir ce qu'il en était, comment faire, ce qu'il fallait faire. Alors, ils m'ont proposé une formation de 42 heures au sein de la fédération avec d'autres personnes comme moi qui étaient en reconversion. Ça, c'est pas suffisant. Après, vous êtes allé... Après, je suis parti frapper à la porte comme un grand, et ça m'a fait tout drôle parce que j'avais quand même 53 ans, je crois, de fromager à Limoges et également sur Bordeaux. Et là, j'ai des fromagers qui m'ont accueilli pendant un certain temps, m'ont appris. J'ai pu découvrir ce métier. Et à partir de là, avec ce peu de formation, je me suis lancé. Vous vous êtes lancé. Éric Mounet, ces immersions dans un nouveau métier, elles sont possibles pour tout le monde ? Elles sont possibles pour presque tout le monde, oui. En tout cas, elles sont possibles pour tous les salariés, notamment ceux qui sont accompagnés par un conseil en évolution professionnelle. Voilà, ce n'était pas le cas, mais voilà, il a eu de la chance et du courage. Mais Pour Bruno, oui. Pour Bruno, le conseil en évolution professionnelle n'était pas structuré comme il est structuré aujourd'hui. Maintenant, on a un maillage qui est très, très fin, puisqu'il y a 115 conseillers, je crois, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je m'associe à eux puisque j'en suis un. Nous intervenons en direction des salariés du secteur privé et des indépendants. C'est vrai qu'il était difficile pour un salarié de pouvoir aller toucher du doigt la réalité d'un métier qu'il pouvait imaginer. Et donc on a maintenant, nous, la possibilité de prescrire ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle qui étaient jusqu'à présent simplement disponible via Pôle emploi, puisque c'était le prescripteur. Il y a une convention qui a été signée. Et donc, nous avons la possibilité, pour confirmer un projet, pour confirmer un choix de métier, de pouvoir permettre à ces gens-là de s'immerger dans des entreprises et de se dire « oui, c'est pour moi ». Ou non, c'est pas pour moi. Hélène Sido, ne pas se faire d'illusions sur le futur métier parfois fantasmé. Vous aussi, votre rôle, c'est peut-être de remettre un petit peu la tête sur les épaules des gens qui viennent vous voir en leur disant ça tu peux pas. Alors oui, en fait, on travaille à différents niveaux. Déjà, c'est qu'est-ce qui fait que la personne a envie de changer de métier, qu'est-ce qui l'amène à ce cheminement. Donc là, on va vraiment venir appliquer ce qu'on appelle le principe de réalité. C'est-à-dire déjà comprendre le mécanisme de départ. Pour vos invités, ça peut être des ruptures, ça peut être des envies. Donc on vient questionner tout ça. Et après, en passant au mode projet, on va permettre à la personne de voir si le projet il est réaliste économiquement, socialement, relationnellement. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la personne elle a l'énergie ou est-ce que tout simplement c'est une croyance? On a tous entendu parler des personnes qui voulaient changer de vie et élever des chèvres dans le Larzac. Est-ce que ça s'inscrit dans un vrai désir ou est-ce que c'est une simple lubie? Donc,
Nous, c'est vrai que dans les cabinets de psychologues, on n'est pas toujours gentil. En tout cas, on va aller au bout du projet. Et aller au bout du projet, c'est pas forcément la création ou l'émergence du projet. Aller au bout du projet, c'est tout simplement de se dire oui, je peux ou non, je peux pas. Et si je ne peux pas, au moins la personne, elle reste pas dans quelque chose qui est du fantasme. Ça lui permet de rebondir. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que ce qu'on voit depuis le Covid, euh, c'est qu'avant, les personnes changeaient de poste. Elles évoluaient au sein d'un même métier et elles bougeaient à l'intérieur de la structure, voire elles allaient de structure en structure. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des créateurs d'entreprises, des personnes qui changent, qui reprennent des formations comme vos deux invités, que ce soit un CAP pâtisserie ou fromager, c'est-à-dire que vous avez complètement changé de métier. Vous êtes allé sur un autre versant. Et là, c'est la différence. C'est exactement votre cas, Émilie Dufourneau. Vous avez évolué dans votre métier au sein de votre banque? Oui, pendant 15 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, et puis finalement, en tout cas dans mon cas, l'évolution n'a pas, puisque j'ai évolué 1 an avant de partir de mon organisme, et finalement ça n'a pas. Je pensais en effet que ça allait me donner un nouvel élan, voilà, un nouvel objectif, et puis finalement ça n'a pas eu la. Il fallait changer complètement. Ouais, voilà. Donc moi, je me retrouvais plus du tout dans ce qu'on me demandait de faire, dans les décisions que je devais appliquer, dans les valeurs, je pense, tout simplement. Voilà, j'étais plus sur le même. Voilà, j'ai évolué d'une autre façon et je voyais pas ce qui pouvait en effet. Vous étiez arrivé au bout. Ouais, je voyais pas ce qui pouvait me raccrocher en fait à ce métier-là. Alors vous avez passé un CAP. Oui. Pâtisserie en 1 an parce que vous avez fait valoir vos acquis professionnels. Il y a plusieurs, je ne suis pas trop experte, mais il y a plusieurs types de formations. Et moi, dans mon cas, c'était formation adulte, où en effet, on était en alternance, moitié centre de formation, moitié entreprise, donc en stage non rémunéré. Mais à ce moment-là, j'avais droit donc au Pôle emploi. Ce qui m'a permis, en effet, de pouvoir continuer à percevoir quand même une aide financière. Et donc, de septembre à mai, une année scolaire, en fait. Formation avec des adultes, c'est toujours le cas quand on se reconvertit, ou est-ce qu'on peut se retrouver avec des gamins de 15 ans qui apprennent le métier comme nous On peut se retrouver avec les deux. Je pense qu'Émilie a dû tester la mixité parce que les plateaux techniques, parfois, sont accessibles à tous les publics. Simplement, on ne l'a pas évoqué. On a aussi la possibilité, pour certains métiers qui sont des métiers réglementés, Émilie en est l'exemple, typiquement, tous les métiers dits de bouche sont des métiers réglementés. On ne peut pas s'installer, si on a un projet de création d'entreprise, sans la qualification. Et donc là, la limite d'âge des 30 ans pour l'apprentissage disparaît. Ça veut dire qu'on peut devenir apprenti après 30 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les métiers réglementés. Et là, on va se retrouver effectivement sur les bancs de l'école, en tout cas pour la partie professionnelle, parce que c'est ce qu'évoquait Émilie. Elle a été dispensée de l'enseignement général puisqu'elle avait un niveau de formation qui le lui permettait. Mais on peut se retrouver effectivement avec des publics qui sont des publics en reconversion, 45 ans, 50 ans, et avec des jeunes qui sortent de 3e. Oui. Voilà, donc c'est la mixité des publics qui est assez enrichissante, avec des objectifs qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, mais qui concordent à la fin, oui. On va parler du financement de ces formations. Alors, il y a le CAP c'est le Moulin Rabot, c'est au Moulin Rabot. Vous avez fait au CFA du Moulin Rabot. On peut passer par l'AFPA également, on peut passer par plein d'organismes. Mais est-ce qu'on a droit à une aide financière ? Est-ce que notre formation elle va être payée complètement quand on se lance là-dedans ? Pardon, ça dépend du dispositif qu'on va mobiliser. Il y a une solution qui est une solution autonome maintenant avec le CPF, pour un titre qui est un titre homologué au registre national des certifications professionnelles. Ils sont éligibles, donc on peut éventuellement le financer avec son CPF. Ça ne prend pas en charge la rémunération, qui est la rémunération dont faisait part Émilie. On a l'agence de transition professionnelle, Transition Pro, qui dans le cadre d'un projet de transition professionnelle peut prendre en charge l'intégralité des salaires. Donc pour l'entreprise, c'est aussi quelque chose de transparent, puisque l'entreprise continue à rémunérer son salarié, mais les salaires lui sont remboursés.
Et puis, il y a la solution qui est la solution aussi de financement extérieur avec des OPCO, des opérateurs de compétences, avec le conseil régional qui intervient dans certains cas. C'est le cas pour les formations de l'AFPA, par exemple. Les sources de financement sont multiples et peuvent être mixées en fonction, encore une fois, de la typologie de public, de la formation visée et du moment, encore une fois, où elle se met en œuvre. On va continuer à parler dessous parce qu'il y a la formation, puis après il y a l'installation. Et là, il va falloir aller démarcher les banques, vous avez fait un gros investissement à ce moment-là. Oui, j'ai fait un investissement parce que, en fait, ce que je recherchais dans ma fromagerie, c'est qu'elle m'appartienne, je veux dire, Quelle soit votre image. Oui, que mon image soit représentée dans cette fromagerie. Alors, il y a la partie froide, chambre froide, tout ce qui est vitrine, où ça demande quand même certains investissements. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai démarché les banques. C'est la partie peut-être la moins facile et la moins plaisante surtout. Et là, il faut, avec une étude de marché que j'avais faite avant, aller démarcher les banques et leur expliquer ce que je voulais faire, comment je voyais la fromagerie et également leur fournir quelques chiffres parce que le problème c'est que je n'avais pas beaucoup de chiffres. Et oui, vous n'avez pas de recul. Aucun recul. Et à partir de là, j'ai eu la chance parce que j'ai une banque qui m'a suivi assez rapidement. Après, j'ai eu des refus également. Les gens, des banques qui ne m'ont pas suivi. Mais j'ai une banque qui m'a suivi, qui me suit encore depuis maintenant 7 ans, bientôt 7 ans. Voilà. Vous, Émilie, vous avez choisi de monter un atelier chez vous ? Non, c'est la commune qui me loue un local. Voilà, et vous ferez de la vente sur commande uniquement, pas de boutique. Non, oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait le choix d'aménager un labo et de mettre des jours et créneaux horaires de retrait de marchandises, en fait. C'est la commune de Blon, sur laquelle vous êtes installée. Hélène Sido, rapidement, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les personnes qui viennent vous voir ? Alors, ils viennent chercher dans mon cabinet tout ce qui est l'aspect préparation mentale. C'est-à-dire gestion du stress, gestion des émotions, équilibre vie personnelle et vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un changement de vie, il y a un déséquilibre dans la vie de famille. Il y a énormément d'énergie qui est investie sur le projet. Donc, il faut que la personne elle puisse tenir sur du long cours. Donc, on va utiliser les mêmes techniques que pour les sportifs de haut niveau, mais cette fois-ci pour les entrepreneurs. Donc, comment arriver à prendre une bonne décision alors qu'on est fatigué ? Comment arriver à gérer son stress ? Comment arriver à parler et négocier auprès des banques, comment arriver finalement à avoir une visualisation claire de son projet pour arriver à le pitcher et démarcher des entrepreneurs, des personnes qui vont aider à lever les fonds. Et puis après, on va aider aussi l'entrepreneur dans la relation client. Comment être à l'aise, comment oser, comment faire preuve d'affirmation de soi. Et là, on est vraiment sur toute la technique de gestion des émotions, à la fois de penser les choses et de penser aussi toutes les blessures qui ont amené le changement de projet. C'est les mêmes techniques que pour les sportifs de haut niveau, la même chose. Et Hélène, vous me disiez en préparant l'émission, moi, tous les gens qui viennent me voir, qui sont en reconversion, à la fin du nombre de séances, il y en a 8, il y en a 10, ils ont changé de métier. Mais est-ce que c'est le cas de tous ceux qui se lancent dans ce parcours, Monsieur Mounet ? Alors non, parce que à l'instar d'Hélène, on a un peu la même approche, qui est une approche un peu globale, encore une fois, de la situation de la personne que l'on reçoit. Regardez où il en est de son projet, regardez effectivement ses éléments de motivation, les points forts sur lesquels il peut s'appuyer, ce qui reste à consolider. Et notre rôle en tant que conseiller en évolution professionnelle, c'est de l'accompagner, mais aussi de lui faire prendre conscience de la réalité, qui est parfois un peu abrupte, de la possibilité ou de la faisabilité de son projet par rapport à ce qu'il est, par rapport encore une fois à ce qu'il envisage, par rapport au secteur d'activité, par rapport au secteur territorial aussi. Donc on a la même approche, c'est-à-dire nous on va mobiliser des relais qui sont des relais extérieurs. Mes collègues disaient qu'effectivement c'est difficile d'aller démarcher des banques. Donc nous on va les orienter vers des dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises, vers des dispositifs qui peuvent être des dispositifs
de recherche partenariale, d'accès aussi au marché, comme ça a été évoqué, pour sécuriser leur projet ou effectivement pour leur faire prendre compte que c'est peut-être pas tout à fait le bon moment et qu'il va falloir l'envisager un petit peu plus tard ou à l'instar de ce que disait Hélène, que comme un sportif, il faut s'entraîner avant de rentrer en compétition. Oui. Il faut s'entraîner, mais il faut gagner des sous à un moment donné. Donc, si à la fin de la formation, on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça dépend comment on a sécurisé son parcours avant. C'est-à-dire que quand on est dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, on peut réintégrer la structure qui était la structure initiale. Quand on a pris la solution un peu plus, encore une fois, radicale de la démission, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que nous, on s'évertue aussi à toujours... imaginer une solution qui pourrait être une solution de repli. Qu'est-ce qui se passerait si ça ne marchait pas ? Pas de raison que ça ne marche pas, mais si ça ne marchait pas, qu'est-ce qui se passerait pour vous ? Oui, moi je pense que pour le coup, moi j'étais arrivée au moment où je ne voyais pas d'autre alternative en fait. Mais c'est vrai que si j'avais demandé une disponibilité qui m'avait été refusée 1 an et demi avant, et du coup voilà, j'avais continué dans le truc. Mais si on anticipe suffisamment, peut-être en effet, déjà ça arrive de pas arriver au point de rupture où en effet on voit plus d'autres solutions, et puis de pouvoir envisager d'autres choses que le départ. En effet, oui, c'est sûr. Peut-être qu'il faut le prendre au bon moment. Il faut le penser. Quels sont les métiers qui recrutent aujourd'hui où on est quasiment sûr de trouver du boulot après s'être formé ? Les métiers à dominante artisanale, je serais tenté de dire, alors pas que, mais naturellement, parce que on en parlait en préparant l'émission aussi, il y a quand même, quand on regarde le nombre de gens formés, notamment de jeunes, il y a un peu de déperdition entre les diplômés et puis ceux qui entrent dans le métier. Donc les entreprises aujourd'hui sont assez enclines, de manière générale, à intégrer d'autres publics parce que les besoins sont là. Ça, c'est sûr et certain. Moi, il ne se passe pas une journée sans que j'ai une offre qui me soit communiquée. Je cherche un plombier, je cherche un pâtissier. Donc Émilie n'a pas de souci à se faire. Je cherche un boulanger. Les métiers traditionnels sont des métiers qui recrutent. Et puis, on a l'émergence de nouveaux métiers. Alors là, nos auditeurs ou nos téléspectateurs pourront regarder sur le site de l'Agence de transition professionnelle, par exemple, où on a les métiers qui sont les métiers émergents, les métiers qui sont en tension. Il y a aussi le site de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine qui les recense, parce que les métiers sont en perpétuel, un peu comme les gens, sont en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Et donc, on voit l'émergence de nouveaux métiers aussi, notamment vers l'informatique. On est dans une situation assez pénurique concernant les métiers de l'informatique, les data engineers, des métiers qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, mais qui sont des métiers émergents et qui recrutent, oui. Sur le site Mon CEP, Mon conseiller en évolution professionnelle, il y a la liste de tous ces métiers en tension. Vous vouliez dire quelque chose, Bruno ? Donc pour en revenir à tout à l'heure, à ce que vous dites, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, un projet, qu'il faut voir un projet de couple. C'est-à-dire que son conjoint ou sa conjointe, il faut vraiment adhérer à ce projet. Si les deux ne sont pas... parce qu'on a un peu besoin l'un de l'autre aussi, quand même, accessoirement. Et même par la suite, je veux dire que moi sur les 3, voire 4 premières années, c'est quand même assez compliqué. Et c'est vrai que si on n'est pas soutenu, je n'ai pas été soutenu par mon épouse et par mes enfants, même si je croyais en mon projet, c'était quand même compliqué. C'est pas tout rose dès le départ. C'est pas pour ça qu'on peut pas changer de métier si on est célibataire, Hélène et Eric. Bien sûr. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que changer de métier, c'est pas une maladie, c'est pas un gros mot non plus. Donc, mais c'est vrai que les projets, Hélène le dirait peut-être mieux que moi, un projet professionnel, ça s'inscrit dans un projet de vie, dans un projet de couple. Oui. Et effectivement, l'appui, il est indispensable. En tout cas, c'est des choses qu'on essaie de mesurer, nous, avec les bénéficiaires que je peux recevoir. Quels sont leurs appuis, comment c'est perçu, quelle est leur situation personnelle aussi, de ce qu'ils vivent, de leur situation professionnelle. Qu'est-ce qu'ils ramènent à la maison aussi, c'est parfois un élément à prendre en compte et l'appui est naturellement nécessaire. Mais si on est tout seul, on peut y arriver aussi. Hélène, on peut y arriver tout seul aussi. Alors, on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans un cabinet de psychologue ? C'est du non-jugement, de l'écoute, du soutien et justement cette énergie qui va faire que la personne va aller jusqu'au bout. Personnellement, j'ai plusieurs patients qui sont célibataires et justement, le projet, c'est une façon de se réaliser.
Donc oui, on y arrive. Mais c'est vrai que l'une des plaintes fondamentales des entrepreneurs, des start-upers, c'est la solitude. La solitude du projet et, j'allais dire, les petits moustiques, les petits scories, ceux qui viennent dire que tu n'y arriveras pas, pourquoi tu changes de vie, tous ceux qui sont dans envie de les maintenir dans un espèce d'immobilisme. Et le psychologue est là pour soutenir, justement, pour maintenir ce niveau de confiance en soi, d'affirmation de soi au moment où c'est des fois un petit peu compliqué. Vous l'avez entendu ça, Émilie, Bruno? Tu n'y arriveras pas, pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Pas trop. Non, comme je disais, mon épouse a été complètement adhérée à ce projet. Et puis, j'avais des amis qui m'ont soutenu également, hein, et ont cru en ce projet. Pour ma part, pas trop. Émilie, vous aviez un métier. Et oui, vous moi avez c'était lâché, un peu différent parce que toi tu étais déjà entrepreneur. Donc moi j'étais dans un métier, en fait, oui, mais enfin, pourquoi tu changes? Enfin, après tout, voilà, la banque c'est quand même pas si mal que ça. Non mais oui, non mais tout à fait. Mais après. Bon voilà, hein, chacun, je pense, voilà, a ses raisons aussi. Et pour le coup, si on est en couple, je crois que ce qui compte avant tout, c'est qu'on soit, on partage une envie commune et puis un soutien, en effet, de faire autre chose. Et que vous soyez heureux aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on voit que ça va plus, bon, faut bien quand même se poser les bonnes questions. Donc, parce que ça a en effet un impact non négligeable sur la vie personnelle. Et vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Bruno, oui. On peut vous retrouver dans votre fromagerie, ce sera le mot de la fin, on va rester sur heureux, on peut vous retrouver dans votre fromagerie à Brive, très bientôt à Blon, Émilie. Merci Monsieur Mounet, merci Hélène Sido. Tout de suite, vous retrouvez votre édition régionale en point sur l'info en Limousin. En cette journée d'élection, c'est Caroline Huette qui va vous accompagner. Très bon après-midi à tous et à très bientôt.